Maman, je préfère te le dire franchement. Tu n'es pas invitée à Pâques cette année. La famille de Jean n'est pas à l'aise avec ta présence. Ils trouvent que tu fais tâche. Voilà, c'est mieux comme ça. Ces mots, dits d'une voix posée et presque compatissante, ont transpercé mon cœur plus sûrement qu'un coup de couteau. Tu fais tâche. Je les entends encore résonner comme un écho dans les couloirs de ma petite maison de campagne à Saintes, en Charente. J'avais pourtant préparé les brioches pascales la veille, celles que ma fille adorait enfant, dorées au jaune d'œuf, fourrées à la fleur d'oranger, posées bien sagement sur un plateau couvert d'un torchon brodé. C'était devenu mon petit rituel, comme une façon de garder un fil entre elle et moi. Mais ce fil, manifestement, elle l'avait déjà coupé. Je n'ai rien dit. J'ai simplement regardé le bout de mes chaussures, le silence comme unique rempart contre l'effondrement. Devant moi, Anne se tenait droite, belle, froide, vêtue d'un tailleur beige impeccable. Elle avait les traits de mon enfance, mais les manières d'une étrangère. Dans le fond du salon, Jean pianotait sur son téléphone, sans lever les yeux. Je m'étais toujours sentie invisible à ses côtés, mais ce jour-là, je suis devenue transparente. J'ai voulu poser une question, juste une. Et pourquoi donc ? Qu'ai-je fait ? Mais ma gorge s'est serrée. Pas de place pour les explications. Ils avaient pris leur décision. J'étais de trop. Un vestige gênant d'un passé trop modeste, trop dérangeant pour leur déjeuner feutré. Le regard d'Anne s'est adouci un instant. Elle a murmuré « On viendra te voir une autre fois, peut-être en mai. On trouvera un moment. » Je me suis levé. Mes jambes tremblaient. J'ai embrassé sa joue sans chaleur, puis j'ai quitté leur maison silencieusement en passant devant la commode que je leur avais donnée pour leur mariage. Le tapis que j'avais payé quand ils s'étaient installés à Cognac, les rideaux que j'avais cousis de mes mains. Chaque objet semblait me dire « Tu as donné, ils ont pris. Maintenant, il ferma la porte. » Je suis rentré chez moi en voiture, les brioches encore chaudes sur le siège passager et le cœur lourd comme un sac de ciment. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. À la place, je me suis assise dans ma cuisine, j'ai regardé le téléphone fixe et j'ai pensé « Très bien. Pâques sans moi, mais plus jamais à mes dépens. » Et ce soir-là, j'ai fait un geste simple. J'ai ouvert le tiroir du buffet, sorti une chemise en carton et j'ai commencé à relire les relevés de compte, les virements bancaires, les copies des prêts signés à leur nom. 30 ans de sacrifice, 30 ans de loyauté et en échange, une exclusion habillée de politesse. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais je savais une chose. Ce n'était que le début. Et vous, mes chers amis qui écoutez mon histoire, avez-vous déjà été rejetés ainsi par ceux que vous avez aimés plus que tout ? Avez-vous déjà entendu une phrase qui vous a coupé le souffle et laissé seul dans un silence glacial ? Racontez-moi. Dites-moi d'où vous venez, ce que vous avez enduré. Je vous écoute. Toujours. Quand j'étais jeune, je croyais que l'amour d'une mère suffisait à tout. Suffisait à combler les manques, à lisser les douleurs, à construire des ponts entre les générations. Je suis né dans une petite ferme près de Barbezieux, en 1951.
La terre était sèche, rude, mais le cœur des gens l'était moins. Mon père ne parlait pas beaucoup, mais il me regardait avec tendresse quand je l'aidais à traire les chèvres ou à rentrer le bois. Ma mère, elle, chantait sans arrêt, même quand ses mains saignaient de lessive ou de froid. C'est d'elle que j'ai appris que la vie se tisse avec des gestes, pas avec des promesses. J'ai rencontré Jacques à la fête de la Saint-Jean. Il portait un pantalon trop court et une chemise mal repassée. Mais son rire, son rire m'avait traversé comme un courant d'air frais. Nous nous sommes mariés l'année suivante. Il n'était pas riche, mais il avait de la volonté. Moi, j'avais des rêves simples. Une maison propre, une table remplie, des enfants à aimer. Quand Anne est née, je n'ai pas eu peur. Ni des nuits blanches, ni de l'avenir. Je cousais ses robes dans les chutes de tissu que me donnait la couturière du village. Plus tard, quand Jacques a eu cet accident au chantier, la poutre tombée, la colonne brisée, j'ai tout pris sur mes épaules. Ménage le matin, cantine l'après-midi, soins le soir. Jacques ne s'est plus jamais levé. Et moi, je n'ai plus jamais vraiment dormi. Anne a grandi entre les ordonnances et les tickets de caisse, mais je l'ai tenue à l'écart de la misère. Elle allait à la danse, aux cours de piano, je vendais des œufs et j'empruntais quand il le fallait, mais jamais elle n'a manqué de chaussures neuves pour la rentrée. Quand elle a été acceptée en école de commerce à Bordeaux, je me suis dit que tout en valait la panne. Mon dos voûté, mes mains abîmées, mes années volées. Elle a rencontré Jacques à la fac. Il venait d'une autre vie, un monde de mots bien choisis, de dîners entre notables, de vacances à Biarritz. Je l'ai vue tout de suite dans ses yeux. Elle voulait y appartenir. J'étais fier d'elle, bien sûr, mais quelque chose s'est déplacé ce jour-là. Une distance s'est creusée. Subtile d'abord, puis brutale. Après la mort de Jacques, j'ai vendu la maison de Barbezieux pour l'aider à acheter celle de Cognac. C'était son rêve, disait-elle. Et j'avais promis à Jacques que je veillerais sur elle, même seule. J'ai donné tout ce que j'avais. L'argent de la vente, mes dernières économies, même un prêt de 18 000 € que j'ai signé en son nom, parce que Jean ne voulait pas que la banque sache qu'il avait des dettes. C'est moi qui ai meublé leur salon, payé les premiers mois de la crèche pour leur fils Raphaël, offert le lave-vaisselle qui trône encore dans leur cuisine. Mais au fil des ans, je suis devenu un fantôme. Une présence utile, jamais honorée. Une nounou quand il manquait du personnel, une cuisinière quand il fallait impressionner des amis. Mais jamais une invitée, jamais une mère. Alors quand elle m'a dit que je faisais tâche, j'ai compris que dans leur monde, je n'étais plus une figure aimée, mais une gêne sociale. Ce soir-là, seul dans ma maison silencieuse, j'ai allumé une bougie devant la photo de Jacques. Il souriait toujours sur cette image-là, comme s'il savait que tout finirait par se voir. Je lui ai murmuré « Ils ont oublié Jacques, mais moi je me souviens. Et je vais faire ce qu'il faut. Pas pour me venger, pour me réparer. » J'ai sorti une feuille blanche et j'ai commencé à écrire. Je n'avais jamais vraiment compris l'expression « petite mort ». Mais ces dernières années, j'en ai vécu 1000. Petite humiliation, petite trahison, petites phrases lâchées comme des miettes de mépris. Rien de spectaculaire. Juste assez pour vous réduire, vous grignoter l'âme jour après jour. Comme ce jour où Anne a ri devant ses amis en disant que je parlais comme une fermière. Ils ont tous ri avec elle, en haussant les épaules, comme si ce n'était rien. Moi aussi, j'ai souri. Mais cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai ruminé chaque mot, chaque éclat de rire, comme un poison lent. Ou encore, l'année où j'ai offert à Raphaël une écharpe tricotée main pour son anniversaire. Il avait 8 ans. Anne a remercié d'un ton gêné, puis a glissé l'écharpe dans un tiroir. Elle n'a jamais été portée. À Noël suivant, ils m'ont offert une carte cadeau d'un magasin où je n'avais jamais mis les pieds. Comme s'ils me disaient « Choisis ce que tu veux, mais loin de nous ». Et il y avait toujours ces regards que Jean lançait discrètement quand j'ouvrais la bouche à table. Un mélange d'agacement poli et de pitié. Comme si j'étais un poids culturel, un rappel embarrassant de ce que Anne avait été. Il ne me parlait jamais directement. Quand il avait besoin de moi pour garder leur fils, c'est Anne qui transmettait. J'ai toujours cru qu'il valait mieux se taire, pour garder la paix,
pour préserver l'illusion d'une famille unie. J'avalais les vexations comme des comprimés amers. Mais à force, les comprimés vous rongent l'estomac et l'âme. Une fois, j'ai surpris une conversation entre Anne et une de ses amies, dans la cuisine. Je venais de terminer la vaisselle après un dîner. Anne croyait que j'étais déjà partie. Elle disait « Tu sais, ma mère, elle n'est pas méchante, mais elle n'a pas les codes. Elle est un peu envahissante, maladroite. Jean a du mal avec son côté trop populaire. » J'étais restée figée dans le couloir, incapable d'avancer ou de reculer, comme une ombre dans ma propre histoire. Ce jour-là, je suis rentrée à Saintes en larmes. J'ai roulé 1 heure entière sans voir la route. Et puis, il y a eu cette histoire de procuration. C'était l'an dernier. Anne est venue avec des papiers. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un petit pré-relais pour quelques travaux, que ce serait temporaire. Elle a glissé un stylo dans ma main. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai signé. Parce que c'était ma fille, parce que je l'aimais, parce que j'étais bête. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de la banque. Une ligne de crédit avait été activée avec ma signature. Le montant était énorme. Anne n'en a jamais parlé. Jamais. Elle a fait comme de rien n'était. Et moi, j'ai encaissé. Encore. Par amour, par peur, par habitude. Mais ce jour de Pâques, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas la première blessure, mais c'était la dernière. Cette exclusion, cette phrase dite comme une formalité « tu n'es pas invité », a eu l'effet d'une gifle sèche, donnée avec élégance, sans colère. Pire encore, avec indifférence. Je me suis regardée dans la glace ce soir-là. J'ai vu une femme courbée, fatiguée, mais pas encore brisée. J'ai touché mon visage, mes rides, mes cicatrices invisibles, et j'ai pensé, si je me tais encore une fois, je disparais. Alors j'ai allumé ma vieille lampe de bureau, celle que Jacques avait réparée 100 fois, et j'ai repris ma lettre. Mais cette fois, ce n'était plus une simple lettre, c'était une déclaration. Je notais chaque date, chaque somme, chaque sacrifice. Et en bas, j'ai écrit une phrase. À partir d'aujourd'hui, je reprends ce qui est à moi. Tout a basculé le matin où j'ai ouvert cette enveloppe. Une lettre recommandée, posée dans ma boîte comme une claque bureaucratique. À l'intérieur, une notification administrative de révision fiscale. Quelqu'un avait signalé un mouvement suspect sur mon compte. Une somme importante transférée l'an passé. Ce pré-relais, celui que j'avais signé pour aider, apparaissait désormais comme un don déclaré. Et qui dit don, dit impôt. Lourd. J'ai relu le courrier 3 fois. Mon cœur battait fort. Dans un coin du papier, le nom de l'étude notariale me frappa. Maître Lancel, à Cognac. Le notaire de Jean. Je me suis assise lentement, mes mains tremblantes tenant la feuille comme une menace. C'était donc ça. Non seulement il m'avait fait signer un document piégé, mais il l'avait fait officialiser, valider, intégrer dans leur patrimoine comme si de rien n'était. Comme si j'étais une vieille femme trop faible, trop naïve, pour comprendre qu'elle venait de se dépouiller. Et ce n'était pas tout. En remontant dans mes papiers, je suis tombée sur une copie d'acte. Le terrain derrière leur maison, celui que j'avais contribué à acheter en 2019, était désormais enregistré au nom d'Anne seule. Pas même en indivision, juste elle. Aucune trace de moi, aucune reconnaissance. Ils avaient méthodiquement effacé mon nom de tout ce que j'avais bâti. Mon argent, mon héritage, mon histoire, avalé par des gens qui n'avaient jamais levé le petit doigt pour aider quand Jacques était en soins palliatifs. Jean n'est même pas venu à l'enterrement. Et aujourd'hui, c'est lui qui gère mes finances,
comme s'il m'avait nourri toute ma vie. Ce fut ce jour-là que je compris une chose simple et douloureuse. Je n'étais plus seulement ignorée, j'étais utilisée, exploitée. Ce n'étaient plus des regards méprisants ou des invitations oubliées, c'était une tentative d'effacement légal, une mise à l'écart calculée. Ils voulaient non seulement mon absence physique, mais aussi la disparition de toute trace de mon passage dans leur monde. J'ai senti une chaleur étrange monter dans ma poitrine. Ce n'était ni de la colère, ni de la peur. C'était une clarté, une sorte de réveil glacial. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte-fenêtre et j'ai laissé le vent d'avril frapper mon visage. Dans le champ voisin, les premières fleurs de colza s'agitaient sous la brise. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je respirais outrement. J'étais prête. J'ai pris mon vieux classeur bleu, celui que Jacques appelait le cerveau de la maison. Il contenait tout. Les contrats, les relevés, les quittances de remerciements d'Anne, autrefois pleine d'affection, les plans de la maison de Barbezieux, même une photo de notre premier gardien. J'ai rassemblé tout ce que j'avais donné, tout ce qu'ils avaient tenté d'effacer. Puis, j'ai appelé un numéro griffonné sur un post-it depuis des années. Marie-Aude Collin, ancienne camarade d'école, aujourd'hui clerc de notaire à Saintes. J'ai besoin d'un rendez-vous urgent, Marie-Aude, pour réévaluer un certain nombre de choses. Elle a reconnu ma voix. Elle m'a dit « Bien sûr, Monique, tu veux venir demain matin ? On prendra le temps qu'il faut. » Je crois que j'ai souri à ce moment-là. Pas un sourire de vengeance, non, un sourire de réparation, de reconstruction. Je n'étais plus une mère triste et rejetée. J'étais une femme qui reprenait ses droits. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Pas par angoisse, non, mais parce que pour la première fois depuis des années, mon esprit était vif, comme autrefois, quand Jacques et moi passions nos soirées à calculer les échéances de près sur une nappe à carreaux, un crayon dans une main, un verre de pinot dans l'autre. Sauf que cette fois-ci, il ne s'agissait pas de bâtir pour quelqu'un. Il s'agissait de me reconstruire moi-même. Je me suis levé à l'aube. J'ai pris le temps de me coiffer, d'enfiler ma veste crème que je gardais pour les grandes occasions et d'emporter mon fameux classeur bleu. À l'intérieur, toutes les preuves. Relevés de compte, quittance de virement, contrat signé, lettre manuscrite où Anne me remerciait pour mon aide si précieuse. Je n'ai jamais compris qu'en fait, elle remerciait une vache à traire. À 9 heures précises, je franchissais la porte de l'étude notariale. L'air sentait le bois ciré et la paperasse. Marie-Aude m'accueillit avec un sourire doux, comme si elle savait déjà. « Viens, on va s'installer dans le bureau du fond, là où personne ne dérange. » Elle m'a laissé tout sortir. Elle n'a pas interrompu, pas une seule fois. Elle lisait, surlignait, classait. Quand elle a refermé la dernière chemise, elle a posé ses lunettes, puis m'a regardé dans les yeux. « Tu n'es pas folle, Monique, tu n'exagères rien. Ce qu'ils t'ont fait est non seulement immoral, mais en partie attaquable légalement. » Je suis restée silencieuse. Elle poursuivit plus doucement. « Tu as deux options. Soit tu les confrontes et tu exiges réparation, soit tu changes ton testament, tu gèles les donations, tu reprends les biens, qui peuvent encore l'être. Tu n'as aucune obligation envers eux, pas après ça. » J'ai serré l'anse de mon sac à main. Je savais déjà. Ce n'était pas une vengeance, c'était une nécessité. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je veux tout revoir.
testament, procuration, clause successorale. Et j'aimerais aussi créer un compte séparé pour transférer ce qui reste. Elle acquiesça, déjà prête à noter. Pendant 1 heure, nous avons tout déconstruit. Les mandats qu'il m'avait fait signer, les transferts injustifiés, les clauses léonines glissées dans des papiers d'apparence anodine. J'ai signé les révocations, une à une. Chaque paraphe était comme une pierre ôtée de ma poitrine. Puis je suis allée à la banque. Là aussi, je me suis assise, droite, claire. Bonjour, je souhaite transférer mes économies sur un nouveau compte exclusivement à mon nom et supprimer l'accès partagé. Le jeune conseiller m'a regardé un peu surpris. Il m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu, sans détour, « Tout va mieux, justement ». Je suis ressorti avec une nouvelle carte bancaire dans mon sac. Mon nom, gravé seul. Ce détail m'a ému plus que je ne l'aurais cru. Dans l'après-midi, j'ai appelé Rosa, ma nièce de La Rochelle, une jeune femme pleine de bonté que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je lui ai proposé de venir passer le week-end chez moi. Elle a accepté avec enthousiasme. « On fera une tarte au citron comme avant ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, mais cette fois, c'est moi qui la mangerai en premier. » Le soir, en rangeant nu papier dans le tiroir le plus profond de ma commode, j'ai remarqué quelque chose. Le silence de ma maison avait changé. Il n'était plus lourd, il n'était plus une absence, il était un espace. Un espace à moi. J'ai soufflé les bougies et dans l'obscurité, je me suis dit « Ils m'ont oublié, effacé, utilisé. Mais maintenant, c'est moi qui écris la suite. » Le samedi suivant, je me suis réveillée tôt, mais avec une paix étrange au creux du ventre. J'avais toujours vécu dans le don, dans l'élan de servir, de prévoir les besoins des autres avant même qu'ils les expriment. Mais ce matin-là, pour la première fois, je ne pensais à personne, juste à moi, à mon plan, à ma justice. Je préparais un café fort, le versais dans une tasse ébréchée que j'aimais et m'installais devant ma table de cuisine. Dessus, j'avais étalé 3 piles bien distinctes. La première, toutes les preuves de mes virements avec annotation manuscrite. La deuxième, les captures d'écran des messages d'Anne me demandant de l'aide. La troisième, les courriers bancaires et juridiques où je n'existais plus, comme si j'avais été effacée de ma propre histoire. J'avais prévu chaque étape. La veille, j'étais retournée chez Maître Colin pour signer un nouveau testament, un document court, clair, sans appel. Je ne laissais rien à Anne, pas un sou, pas un meuble, pas une photo. J'avais désigné comme bénéficiaire principale ma nièce Rosa, celle qui m'appelait encore Tati avec tendresse. Elle m'avait tendu un chèque l'année dernière quand elle avait appris par hasard que je m'étais endettée. Je ne l'avais jamais encaissé, mais je m'étais souvenue. J'avais aussi pris rendez-vous avec l'agence immobilière. La maison de Barbezieux que j'avais vendue à perte pour financer le confort d'Anne laissait derrière elle un terrain familial, un petit lot hérité de ma mère. Il valait aujourd'hui bien plus qu'à l'époque. J'avais demandé une estimation et dès que ce serait possible, je le mettrais en vente. Mais cette fois, les fonds iraient directement dans mon nouveau compte bancaire, verrouillé, protégé, inaccessible à quiconque sauf moi. J'avais également révoqué la procuration bancaire qu'Anne m'avait subtilement fait signer il y a 2 ans. Une erreur que je ne commettrai plus jamais. Le directeur d'agence, après avoir vérifié ma pièce d'identité et écouté mon récit, m'avait regardé longuement. « Ils vous ont vraiment mise de côté ?» « Non, pas de côté, ai-je répondu. Ils m'ont utilisé jusqu'à la corde, et maintenant ils se débarrassent de moi comme d'un vieux meuble qui encombre. » Il n'a rien dit, mais son regard avait changé. Il m'a offert un café et un silence bienveillant. Dans l'après-midi, j'ai rédigé une lettre, 3 pages écrites à la main, avec soin. Pas de colère, pas de haine, juste des faits. Je racontais les années de sacrifice, les humiliations,
les cadeaux qui se sont transformés en dettes, les prêts masqués en procuration. Je terminais par cette phrase. Vous avez voulu que je sois invisible. Vous avez réussi. Mais l'invisible peut aussi disparaître de bon. Je l'ai glissé dans une enveloppe, scellée avec une vieille étiquette que Jacques m'avait offerte un jour, à ouvrir avec respect. Le dimanche, Rosa est arrivée les bras chargés de fromage et de vin blanc. Elle s'est jetée dans mes bras comme si j'étais une pierre précieuse qu'on retrouve au fond d'un tiroir. « Tu sais, m'a-t-elle dit, je suis si heureuse que tu aies pensé à moi. » Je n'ai rien répondu, j'ai simplement souri. Et pendant qu'elle râpait du citron pour la tarte, je suis montée dans ma chambre, j'ai regardé mon reflet dans la glace et je me suis dit « Demain, le piège se referme. » Le lendemain, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans tout le quartier. Les invités du dîner de Pâques, ces piliers des clubs de lecture, des associations caritatives, des réunions de parents d'élèves, n'avaient pas gardé le silence. Et c'était exactement ce que j'avais espéré. Un ami de Rosa, qui travaille comme assistant dans une étude d'urbanisme à Cognac, m'a appelé en fin de matinée. « Tu as mis un sacré coup de pied dans la fourmilière, Monique. Catherine Villeneuve en parlait ce matin à la boulangerie comme si elle avait assisté à une pièce de théâtre. » J'ai simplement répondu « Il était temps que le rideau tombe. » Anne ne m'a pas appelé, ni ce jour-là, ni le suivant. Mais le surlendemain, j'ai reçu un message de Jean, sobre, sec, un simple « Tu as tout détruit, bravo, on espère que tu es fier. » Non, Jean, je n'étais pas fière, je n'étais pas triomphante, j'étais soulagée. Dans les semaines qui ont suivi, tout ce qu'ils avaient construit sur les apparences a commencé à s'effriter. Le beau-père d'Anne, celui qui leur avait prêté une partie de l'apport pour leur résidence secondaire à l'île d'Oléron, a suspendu ses aides le temps de clarifier certaines choses. Le directeur de l'école privée où allait Raphaël, le fils de ma fille, mon petit-fils qu'on m'empêchait de voir, a convoqué Jean pour discuter d'une rumeur familiale circulant sur le financement instable du foyer. Anne, qui jusque-là publiait chaque semaine des photos de ses brunchs, de ses voyages, de ses robes, a brusquement fermé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Ils avaient peur. Non pas peur de moi, mais peur que les autres sachent. Et je les observais s'effondrer à distance, avec une froideur calme. Je n'ai pas savouré leur chute, je n'ai pas ri. J'ai juste noté, comme on coche une case, vérité révélée, masque tombé. Un jour, j'ai croisé la voisine d'Anne au marché de Saintes, une femme que je ne connaissais à peine. Elle m'a salué avec douceur, puis s'est penchée vers moi. « Vous savez, Madame Leclerc, ce que vous avez fait, c'était courageux. Beaucoup auraient gardé le silence. Vous avez défendu votre dignité, et croyez-moi, ça a touché bien plus de monde que vous ne le pensez. » Ce jour-là, j'ai acheté des pivoines, les premières depuis la mort de Jacques. Elles étaient roses, massives, presque trop belles pour ma modeste table. Je les ai installées dans un vase ancien, au centre du salon. Puis j'ai allumé la radio et j'ai laissé la musique emplir la pièce. Non, ce n'était pas un palais, mais c'était chez moi. Et plus personne ne pouvait me voler cela. Quelques semaines plus tard, j'ai quitté définitivement Saintes, pas en fuyant, non, en choisissant. J'ai vendu ma petite maison, celle que j'avais rénovée seule après la mort de Jacques, et je me suis installé à Royan, dans un appartement modeste, mais baigné de lumière, avec vue sur la mer. Le premier matin, j'ai ouvert les volets et le soleil m'a salué comme une vieille amie. Le vent sentait l'iode et les Provesses neuves. Au loin, des enfants jouaient sur la plage et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien ressenti d'autre que de la gratitude, juste être là. J'ai repeint les murs en blanc, accroché les tableaux que j'aimais, ceux que Jean trouvait vieillots. J'ai installé dans le salon le vieux fauteuil de lecture de Jacques, récupéré in extremis avant qu'Anne ne le jette en nettoyant le garage. J'ai même acheté un tourne-disque d'occasion et des vinyles, Aznavour, Barbara,
un peu de Brassens. Le soir, je laisse tourner les chansons d'autrefois et je me fais infuser une verveine, sans personne pour soupirer à côté. Je me suis fait des amis, une libraire, Lucie, veuve comme moi, qui m'a prise sous son aile, un retraité italien qui joue de l'accordéon sur le port, et puis il y a les jeunes du café d'en bas, qui m'appellent Madame Momo et me laissent toujours la meilleure table, celle près de la fenêtre. J'ai retrouvé la joie des petites choses, la tartine croustillante au petit déjeuner, l'odeur du linge séché au vent, le rire partagé avec un inconnu dans une file d'attente, des instants minuscules mais vrais, non conditionnés, non achetés. Anne n'a jamais repris contact, Jean non plus. Et pourtant, parfois, je pense à eux, pas avec rancune, mais avec un mélange étrange d'éloignement et de tendresse usée, comme une chanson que l'on aimait jadis, mais dont les paroles nous blessent aujourd'hui. Je me suis longtemps demandé si je pourrais leur pardonner, s'il était possible de refermer ces plaies profondes. Et puis, un matin, en regardant l'horizon se confondre avec le ciel, j'ai compris que le pardon n'est pas une faveur qu'on accorde, c'est un espace qu'on se donne à soi-même. Alors, je n'ai pas pardonné à voix haute, mais j'ai laissé partir, j'ai relâché, j'ai cessé de vouloir qu'ils comprennent. Je vis désormais au rythme des marées, et chaque jour, la mer me chuchote « Tu n'es plus invisible, Monique, tu es libre ». Le temps passe autrement ici, à Royan. Les jours ne s'égrènent plus avec l'amertume des rendez-vous manqués ou des anniversaires oubliés. Ils s'étirent paisiblement, comme une nappe blanche qu'on étend pour un repas simple mais sincère. J'ai 72 ans. Mon dos me rappelle parfois que je ne suis plus jeune, mais mon cœur, lui, s'est redressé. Parfois, en fin d'après-midi, je m'assois sur le banc en bois face à la mer, avec une couverture sur les genoux et mon carnet sur les cuisses. J'y écris ce que je n'ai jamais osé dire. Des mots simples, des souvenirs, des regrets aussi. Je ne cherche plus à comprendre le pourquoi des choses. J'accepte. J'accueille. Récemment, j'ai écrit une lettre que je n'enverrai jamais, destinée à Anne. Je lui y parle de mon enfance, de son père, de cette nuit où elle a eu de la fièvre à 6 ans et que j'ai veillé sans fermer l'œil. Je lui raconte les dimanches de printemps où elle cueillait des marguerites pour m'en faire un collier et où elle disait que j'étais la plus belle des mamans. Je lui rappelle tout ce qu'elle a oublié, tout ce qu'elle a nié. Je n'ai pas écrit pour qu'elle lise, j'ai écrit pour me souvenir que j'ai aimé. Le souvenir n'est pas une faiblesse, c'est une preuve que j'ai été vivante. Il y a quelques jours, en flânant au marché, j'ai croisé une vieille dame que je ne connaissais pas. Elle m'a dit « Vous êtes bien Monique Leclerc, n'est-ce pas ? Je vous ai entendu parler un jour sur le port. Vous avez une voix qui reste. » Une voix qui reste. Peut-être est-ce là mon héritage ? Pas les billets, ni les maisons, mais ce murmure que je laisse derrière moi, discret, mais tenace. Celui d'une femme qui n'a pas crié, mais qui s'est tenue droite, jusqu'au bout. Ce matin, j'ai allumé une bougie devant le portrait de Jacques. Je l'ai regardé longtemps et j'ai murmuré « Tu vois, mon amour, j'ai tenu bon. J'ai repris ce qu'il m'avait volé, moi-même. » Puis j'ai souri et je suis allé ouvrir mes volets. La lumière était douce, le jour promettait d'être beau. Et à celles et ceux qui liront ces lignes, à vous qui êtes restés dans l'ombre, qui avez avalé vos larmes derrière des sourires obligés, je veux dire ceci. Le silence peut aussi être une forme de justice. Oui, je n'ai pas élevé la voix, mais j'ai repris ma place, et c'est la plus grande victoire de ma vie. Monique.